Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous trouvons pour traiter à présent d'un point qui est en quelque sorte de détail d'un point de vue volumique, mais qu'on rattache à l'anatomie du système nerveux central, qui est l'hypophyse. Et nous verrons non pas tant la description de l'hypophyse, qui relève essentiellement de l'histologie, de l'histophysiologie. En plus, à Strasbourg, nous avons une très grande école, à la suite de Boin, Max Aron, Courrier, Mark Klein, Maresco, jusque Madame Böhm, donc qui ont été des grands spécialistes de cette hypophyse et de cette neurophysiologie. Nous allons plutôt nous intéresser à ce qui est important en imagerie et en chirurgie, donc en neurochirurgie, avec notamment la chirurgie des adénomes hypophysaires. Donc, ceci est bien sûr un complément d'une description de l'hypophyse proprement dite par ailleurs. Je vous rappelle, lorsque nous avons étudié les régions du tronc cérébral, que nous avions vu ici vers le haut, la jonction entre le pont et le mésencéphale, et nous voyons ici le sillon ponto-mésencéphalique, l'écartement des pédoncules cérébraux, jusqu'au niveau des voies optiques, avec en avant le tractus optique, le chiasma optique et le départ des nerfs optiques. Voici ici l'écartement de ces pédoncules cérébraux, donc principalement fibres longitudinales, qui vont ensuite gagner les pyramides du pont et être dissociées par les noyaux du pont, puis enfin les pyramides de la moelle allongée. Donc voici ici juste ce petit rappel avec la limite entre le pont et le pédoncule cérébral qui est ici le sillon ponto-mésencéphalique et la limite entre le pont et les pédoncules cérébelleux moyens qui est l'émergence du nerf 5, nerf trijumeau comme nous l'avons vu. Et nous trouvons ici une région qui est la fosse interpédonculaire ou losange interpédonculaire qui correspond à l'écartement des pédoncules cérébraux et c'est la face inférieure du diencéphale, plus précisément l'hypothalamus. Et nous y trouvons les deux corps mammillaires à la partie postérieure qui sont hémisphériques et correspondent à des noyaux hypothalamiques. Puis nous trouvons un relief qu'on appelle le tubaire et la tige que nous avons toujours sectionnée, la tige de l'hypophyse. Eh bien, au bout de cette tige de l'hypophyse, nous allons trouver l'hypophyse que nous allons mettre ici en un premier temps en violet, hypophyse qui est le plus souvent arrachée lorsque l'on a un cerveau encéphale en travaux pratiques. Il est très rare que vous ayez le cerveau complet avec l'hypophyse appendue à la tige. Nous reverrons éventuellement pourquoi et nous aurons ici en dessous eh bien, la projection de cette hypophyse qui viendra se faire vers le dessous et vers le bas comme nous le verrons. Hypophyse, donc, qui veut dire en dessous, qui se tient en dessous par opposition à l'épiphyse, qui est la glande pinéale. Cette hypophyse était aussi appelée la glande pituitaire, et en anglais, ça reste pituitary gland. Et le terme de glande pituitaire est aussi un terme accepté en terminologie internationale. Nous reverrons pourquoi. Si nous faisons une vue de profil de cette hypophyse, très schématique, nous allons voir qu'elle est appendue à la région de l'hypothalamus. Nous trouverons vers l'avant le chiasma optique, puis nous allons trouver un relief qui est l'infondibulum avec le tuber cinereum. Ici, vers l'arrière, nous serons sur les corps mammillaires, et nous avons au bout de cet infondibulum et tuber cinereum, ce qu'on appelle la tige de l'hypophyse et qui, dans l'espèce humaine, va être oblique vers le bas et l'avant. Et au bout de cela, nous allons trouver eh bien, les contours de l'hypophyse, que je représente ici quasiment sphériques. Nous reviendrons sur ces dimensions dans un instant. Donc hypophyse qui est appendue ici à l'hypothalamus. Nous avons là le chiasma optique avec le récessus supraoptique, le récessus infondibulaire et la suite du plancher du troisième ventricule. Donc ici, c'est une zone très agrandie. Nous avons là la lame terminale. Nous avons là le chiasma optique. On peut mettre presque des petits pointillés, chiasma optique. Nous sommes là dans l'épaisseur du
chiasma dans l'épaisseur du plancher du troisième ventricule. Et l'ensemble est tapissé ici d'épendymes. Et nous sommes au-dessus dans le récessus infondibulaire du troisième ventricule. Et le troisième ventricule, donc bien sûr au-dessus, ventricule diencéphalique, troisième ventricule. Nous avons donc cette tige qui vient être un élément nerveux, donc qui est une prolongation de l'hypothalamus, comme nous allons le redire. Et lorsque l'on regarde dans le détail, on s'aperçoit que l'hypophyse est constituée de deux éléments. Il y a ce qu'on appelle la post-hypophyse, ou neurohypophyse en arrière, et il y a l'antéhypophyse, ou adénohypophyse en avant. Vers l'arrière, prolongeant ici la région de la tige, nous allons trouver la neurohypophyse qui est postérieure, d'où le nom également de post-hypophyse. Voilà ici cette neurohypophyse qui est dans la prolongation de l'hypothalamus. Et à l'intérieur, nous allons notamment trouver des tractus de fibres blanches qu'on appelle tractus hypothalamo-hypophysaire. C'est donc ici la post-hypophyse, qu'on appelle aussi la neurohypophyse. C'est du système nerveux central. Nous reviendrons sur quelques éléments de physiologie dans un instant. Et puis, nous trouvons vers l'avant l'antéhypophyse ou adénohypophyse, que nous allons mettre en rose, qui va présenter une partie principale qui est sphérique ou hémisphérique, qui est ici antérieure, en avant de la neurohypophyse. C'est une zone volumineuse ici, et qui est une zone glandulaire, d'où le nom d'adénohypophyse. Entre les deux, il y a, au moins chez l'enfant et le sujet jeune, une zone intermédiaire, que l'on peut mettre ici en ocre. Cette zone intermédiaire, chez l'adulte, ne contient plus que des petits vestiges cellulaires, zone intermédiaire. Et puis, vers le haut, nous trouvons une prolongation de l'adénohypophyse sous forme d'un manchon autour de la tige. C'est ce qu'on appelle la pars tuberalis, la partie tubérale, qui vient s'enrouler autour de la tige, de l'avant vers l'arrière, partie ici tubérale. C'est ici un tissu qui est un tissu glandulaire, donc avec des cellules sécrétrices endocrines. Et je mets ceci en rose, puisque classiquement, sur le vivant, l'antéhypophyse a une coloration différente, rosée, qui est liée à une grande richesse en capillaires, alors que la post-hypophyse est plus jaunâtre, liée aux fibres nerveuses, avec moins de capillaires. Et donc en avant, ici, nous sommes sur l'antéhypophyse, qu'on appelle aussi l'adénohypophyse. Adénohypophyse, adéno signifiant glande. Adénohypophyse. Dans tous les cas, il s'agit ici d'une glande endocrine, c'est-à-dire avec des sécrétions qui se font vers la circulation. L'ensemble est complexe déjà par l'organogénèse, l'embryologie. Vous l'avez vu par ailleurs, et je ne fais ici que quelques rappels. On peut passer 1 heure sur l'embryologie de l'hypophyse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au départ, nous avons le diencéphale qui vient former une évagination vers le bas. Évagination ici, qui contient une prolongation du troisième ventricule, ou ventricule diencéphalique. Ici, cette prolongation, donc nous sommes là sur l'encéphale, le diencéphale, l'hypothalamus, donc vésicule ici hypothalamique. Donc ça, c'est une vue antéro-postérieure. On va mettre ici l'avant antérieure-postérieure, et nous sommes là donc sur une vue latérale, et en partie, on va dire, une coupe en vue latérale, coupe sagittale antéro-postérieure.
Et ici, toujours, c'est une coupe qui serait une coupe de type sagittal. Et qu'est-ce que nous avons en dessous? Nous avons la partie haute du pharynx. Chez l'embryon, c'est ce qu'on appelle le stomodéum. Et à la partie haute du stomodéum, nous allons trouver une expansion qui vient remonter vers le haut et qu'on appelle la poche de Rathke. Poche de Rathke qui vient donc de l'épithélium du stomodéum. Donc ici, nous sommes bien sur du système nerveux central et c'est de l'hypothalamus. Donc nous avons là cette évagination. Et ici, nous sommes sur le stomodéum et se forme cette poche qu'on appelle la poche de Rathke, R-A-T-H-K-E. En un deuxième temps, eh bien, il va y avoir séparation de cette poche pour former une vésicule et l'ensemble va se rattacher à l'évagination hypothalamique pour former la glande adulte. Et la base du crâne vient se former et il y a une obturation vers le bas de la paroi osseuse de la base du crâne. Donc, en un deuxième temps, qu'est-ce qui se passe normalement? Eh bien, vous avez ici de nouveau l'évagination hypothalamique et l'ensemble, suivant les espèces, mais notamment dans l'espèce humaine, vient se refermer, c'est-à-dire que le troisième ventricule ne descend pas jusqu'au milieu de la post-hypophyse. Donc il y aurait la cicatrice ici. Et puis la poche de Rathke vient ici se mettre en avant et s'isole du contingent pharyngien ou stomodéal, avec la fente qui pourra plus ou moins subsister. Et nous trouvons ici, dans la base du crâne, une sorte de vestige, un petit canal, qui disparaît chez l'adulte. Et puis, nous avons ici la paroi supérieure du pharynx. Entre-temps, viendra se constituer la base du crâne, qui viendra isoler l'ensemble et qu'on peut mettre ici en violet. Donc base du crâne ici qui viendra se constituer. Ceci explique qu'il puisse y avoir des anomalies, un petit peu comme dans la migration de la thyroïde. Eh bien, anomalies qui font qu'on peut trouver des hypophyses qui seront dans la base du crâne, intra-osseuse. Nous pouvons trouver des hypophyses pharyngées, c'est-à-dire sur tout le trajet. Dans certaines espèces animales, il y a toujours le canal de liaison qui reste perforé. Il y a aussi, issu de cela, des anomalies qui sont tumorales, et c'est notamment l'origine du crânio-pharyngiome. Donc juste ces petits rappels. Dernier petit rappel, le système est complexe puisque nous avons ici, en effet, ce qui est système nerveux central proprement dit. Nous allons avoir au-dessus des noyaux du thalamus et en particulier le noyau arqué, le noyau supraoptique, le noyau ventriculaire, paraventriculaire, qui vont envoyer des fibres. Donc si on regarde simplement la neurohypophyse, nous allons avoir ici des éléments qui viennent de noyaux, en l'occurrence surtout le noyau arqué qui est hypothalamique ici, le noyau arqué, et le noyau préoptique, noyau arqué, sont encore une fois de simples rappels de ce que vous avez vu en histophysiologie, en histologie, histophysiologie, en endocrinologie. Voici ici le noyau supraoptique, et il va y avoir des fibres qui vont descendre dans cette neurohypophyse, et qui sont donc des fibres neurosécrétoires. Nous sommes là dans un système neuroendocrine. Nous sommes là dans la post-hypophyse et nous allons trouver, puisque c'est endocrine, des artères qui viennent, qui sont les artères hypophysaires inférieures, qui vont donner des capillaires, donc ici artère hypophysaire inférieure, qui donnent des capillaires dans lesquels se font les sécrétions,
de la neurohypophyse, puis capillaire veineux, et l'ensemble repart par les veines hypophysaires inférieures. Ça, c'est pour la neurohypophyse. Pour l'adénohypophyse, eh bien, le système est complexe puisqu'il va y avoir un contrôle hypothalamique, notamment ce sont les releasing factors ou les statines, et ceci va se faire par l'intermédiaire, vous le savez, d'un système porte qu'on appelle le système porte antéhypophysaire. Il y a globalement deux systèmes porte. Il y a le système porte hépatique, digestif, et il y a le système porte antéhypophysaire, qui est bien sûr ici quelque chose de tout petit en comparaison. Et donc, juste pour essayer de montrer ce qui peut se faire, eh bien, nous avons ici la neurohypophyse. Nous avons les sécrétions qui vont se faire par l'hypothalamus et qui vont se faire au niveau notamment de capillaires ici veineux qui sont alimentés par des artères hypophysaires qui sont les artères hypophysaires supérieures. Ici, nous étions sur les artères hypophysaires inférieures. Voici la pars tuberalis, voici la partie antérieure. C'est là aussi un petit rappel. Nous avons ici dans l'antéhypophyse l'arrivée des artères hypophysaires supérieures. Artère hypophysaire supérieure, ici. Hypophysaire supérieure. Là, la partie tubérale en arrière. Il va y avoir une sécrétion qui pourra se faire par des boucles veineuses longues qui vont dans la tige de l'hypophyse. Ici, c'est ce qu'on appelle parfois le plexus capillaire primaire. Puis, à partir de là, nous allons trouver des veines portales longues, qui viennent donner dans l'antéhypophyse un plexus veineux qui viennent se drainer dans les veines périhypophysaires. Et donc, c'est ici ce qu'on appelle le système porte antéhypophysaire. Donc deux ensembles qui sont morphologiquement accolés, mais qui ont une double origine embryologique, une partie nerveuse, une partie épithéliale, c'est la poche de Rathke, et il y a d'un point de vue fonctionnel une vascularisation différente, ici pour la neurohypophyse, et pour l'antéhypophyse, il y a un contrôle qui se fait par l'hypothalamus, avec sécrétion dans les plexus primaires, noyau arqué par exemple ici, dans les plexus primaires, puis veine portale longue, le système porte antéhypophysaire et le sang ressort et on va donc dans la circulation générale. Petit dernier élément, des notions de taille. Eh bien, l'hypophyse, globalement sphérique, mais mesure environ 14 mm de largeur, c'est-à-dire est plus large que haute et longue, 14 mm fois 8 mm en antéro-postérieur, fois 8 mm en hauteur, donc un peu plus large que haute, et globalement, on est sur un poids de 0,4 g. C'est donc tout petit, à peu près la taille d'un noyau de cerise, et d'ailleurs, avec la tige, c'est souvent comparé à une cerise. Bien entendu, cela relève de l'histologie. Nous allons maintenant voir ce qui est plus proprement anatomique et voir les rapports, et pour ceci, nous allons faire deux coupes et une vue globale qui va nous permettre de retrouver les différents éléments de l'encéphale et des rapports. Nous allons commencer ici par une vue qui sera une coupe sagittale médiane du crâne, où nous retrouvons eh bien, la région endocrânienne, ici vers l'avant la région frontale, puis c'est ici la région médiane sur l'ethmoïde, puis la jonction avec la petite aile du sphénoïde. Nous trouvons ensuite la poursuite de la voûte frontale, pariétale, l'écaille de l'occipital. Nous arrivons vers
la protubérance occipitale interne, le confluent des sinus. Et ici, nous sommes sur la partie basse, c'est-à-dire la fosse cérébrale postérieure. Nous pouvons placer ensuite les contours externes, la table externe de l'os, souffler en avant, même si c'est un peu plus sur les côtés, par le sinus frontal. Et puis ici, la pointe de l'os nasal. Voici ici la voûte du crâne, donc, que nous avons étudiée par ailleurs, bien sûr, avec l'ostéologie du crâne et l'anatomie de la tête. Puis nous sommes ici sur la protubérance occipitale externe, le haut de la nuque, et ici la partie basale de l'occipital. Vers l'avant, nous allons trouver ici une région qu'on appelle la selle turcique. En avant, il y a une petite gouttière qui correspond au jugum au niveau duquel se place le chiasma optique. Puis nous trouvons ici la selle turcique qui, en vue de profil et sur cette coupe, est une portion de sphère coupée ici. Selle turcique, c'est-à-dire qu'il y a un montant en avant et un montant en arrière. Les selles turciques, quand vous êtes sur le cheval, vous avez un dossier. Donc, on peut s'asseoir en quelque sorte sur le dossier de la selle et la selle remonte aussi en avant, contrairement à nos selles qui sont plates. Et puis ici, nous trouvons en arrière ce qu'on appelle le dos de la selle, le dorsum sellae, qui vient nous mener à la pente du clivus, qui vient, nous le redirons, de la jonction, de la fusion entre le sphénoïde et le basis occipital. Voici ici la région de la voûte du plafond des fosses nasales, avec la lame criblée de l'ethmoïde. Nous arrivons ici à la jonction avec le sphénoïde et nous trouvons le corps qui va être renflé par les sinus sphénoïdaux droit et gauche. Et voici ici ce sphénoïde. Nous trouvons sur les coupes chez l'adulte encore la trace de la synchondrose entre le sphénoïde et l'occipital, synchondrose sphéno-occipitale, qui se ferme vers 14 ans, mais dont on trouve la trace presque tout le temps. Nous trouvons ici le sinus sphénoïdal, qui est plus ou moins rempli, plus ou moins développé, suivant les individus. Il y a une grande variation. Ici, en avant, ce serait le sinus frontal. Donc voici ici cette voûte du crâne, qui nous permet de placer la selle turcique dans laquelle viendra se placer, d'un point de vue osseux, l'hypophyse. C'est une loge qui est incomplète, puisqu'il y a une paroi antérieure, paroi inférieure, mais il n'y a pas de paroi osseuse sur les côtés, et il n'y a pas de paroi osseuse au-dessus. Donc voici ces éléments que nous connaissons. Nous pourrons également placer ici la région du palais osseux, que voici avec le bord postérieur du palais osseux, puis ici la région antérieure avec l'épine nasale, et puis ici le relief incisif de ce palais osseux qui est constitué en avant par le maxillaire, en arrière par le palatin. Voilà ici ces éléments. Si nous regardons, eh bien, en face, il y a, j'allais dire par définition, mais c'est une ligne classique, nous sommes sur l'arc antérieur de l'atlas, puis nous trouverions la dent de l'axis. Voici donc ces éléments, et nous pouvons éventuellement placer quelques contours cutanés vers l'avant, avec ici, vers l'avant, la région donc de la glabelle, et ici la région du nez qui nous mènera ensuite à la région des lèvres. Donc ici, sur ces contours cutanés, je mets que la partie antérieure au niveau de la face. Contours cutanés ici, puis contours nasaux, et ici la région de la commissure labiale. Nous avons donc ici cette selle turcique et nous pouvons placer maintenant les éléments du système nerveux central. Nous pouvons rappeler
On va peut-être prendre une autre couleur. Je vais prendre de l'ocre. Nous allons avoir ici donc la tige de l'hypophyse et l'hypophyse avec ses deux parties, post-hypophyse et anté-hypophyse. Voici ici cette région. Puis au-dessus, nous allons donc trouver vers l'avant la région du chiasma optique qui nous mène à la lame terminale. Puis nous allons trouver le corps calleux avec son rostre, son genou, vers l'arrière, le splénium du corps calleux qui est donc libre au-dessus de la lame tectale. Voici ici les contours du corps calleux que nous avons sectionné sur cette vue, puis la lame terminale, le chiasma optique, le plancher, la commissure antérieure, la lame terminale, voilà ici l'enroulement du corps calleux, puis nous allons pouvoir placer vers l'arrière, donc corps calleux, nous allons représenter sectionné ici, ainsi que la lame terminale. Puis, vers l'arrière, nous allons trouver la jonction avec le tronc cérébral, c'est-à-dire ici la fosse interpédonculaire, ce qu'on appelle parfois le mésencéphale à tort, le sillon bulbopontique, voici ici le pont, et en dessous, la moelle allongée qui donne suite à la moelle spinale. Nous sommes ici sur le plancher du troisième ventricule, avec ensuite l'aqueduc du mésencéphale, le canal central de la moelle spinale. Voici ici donc le tronc cérébral, avec ce qu'on appelle le mésencéphale, mais qui est en fait donc la fosse interpédonculaire, le pont, la région de la moelle allongée, puis au niveau de C1, nous avons la jonction entre le tronc et la moelle spinale. Voici donc la partie antérieure de ces éléments que nous connaissons. Vers l'arrière, nous allons trouver la lame tectale avec la région de la commissure abénulaire, l'aqueduc du mésencéphale, puis ce sera la région du voile médulaire supérieur, le quatrième ventricule, qui a une forme triangulaire ici en vue de profil, en coupe sagittale, ici l'épiphyse, commissure abénulaire, commissure postérieure, la lame tectale avec le colliculus supérieur, colliculus inférieur, voile médulaire supérieur, et ceci vient nous emmener à la section du cervelet, et nous sommes ici au niveau du vermis cérébelleux jusqu'au niveau de la tonsille, avec de très nombreuses plissures qui viennent limiter les lames lamelles. Voici ici donc le cervelet, nous sommes au niveau du vermis cérébelleux. Sur les côtés, nous aurions les hémisphères, comme nous l'avons vu, hémisphère droit et gauche. Nous pouvons placer la région de la tente du cervelet, ici, tente du cervelet, avec à l'arrière le confluent des sinus au niveau de ce qu'on appelait le pressoir d'érophile. Et nous pouvons maintenant placer les éléments suivants de l'encéphale. C'est ici le fornix qui se rattache en dessous du corps calleux par le septum pellucidum. En dessous, nous aurons la région thalamique et le pédoncule cérébral que nous aurons sectionné ici pour voir la région. Nous avons la poursuite de l'encéphale que nous allons mettre ici. Nous sommes là maintenant dans le télencéphale que nous allons mettre ici en rose. C'est-à-dire que nous aurons en avant le lobe frontal, le pôle frontal. Je ne remets pas les méninges. Pôle frontal qui va nous mener à la région du sillon central ici,
puis nous serons sur le sillon pariéto-occipital, et ici, sur le lobe occipital. Nous sommes là sur la face médiale du cerveau, avec le sillon qui vient s'enrouler autour du corps calleux, qui est le sillon du cingulum, qui limite le lobe limbique en dessous et lobe frontal, lobe pariétal, lobe occipital vers l'arrière. Nous sommes là sur la face médiale, ce qui fait que nous voyons le sillon pariéto-occipital qui est marqué, et partant quasiment à angle droit, le sillon calcarin. Voici globalement pour ces éléments. Et si j'ai fait cette coupe, c'est d'une part pour replacer cette hypophyse dans sa taille et dans ses rapports, et pouvoir évoquer quelques éléments d'abord chirurgicaux. En effet, une des pathologies principales, ce sont les tumeurs de l'adénohypophyse qu'il va falloir enlever. Il y en a de plusieurs types, et de façon très ancienne, c'est-à-dire vers, je crois, 1910 à peu près, notamment Alstedt et Cushing, on a imaginé une voie nasale, une voie endonasale. Eh bien, elle se comprend facilement ici. On va rentrer par l'orifice narinaire, ou on peut le faire par le sillon gingival, donc, qui peut avoir un aspect plus élégant. Et on voit ici cet axe, qui autrefois était un axe classique et qui maintenant se fait en endoscopie. Voici l'axe de cette chirurgie de l'hypophyse, chirurgie hypophysaire, avec donc une voie qui est une voie nasale et transsphénoïdale. Nous sommes ici dans les fosses nasales, il y aura donc la muqueuse. Au-dessus, ici, nous allons refaire une vue un peu plus agrandie, nous allons trouver la muqueuse pharyngée, et on va donc perforer le plancher du sinus sphénoïdal, je vous rappelle qu'il y en a deux, un droit, un gauche, et on va ensuite perforer le plancher de la selle turcique, ce qui va nous amener à l'hypophyse et à sa chirurgie. Il y a d'autres voies possibles, notamment des voies transpariétales, où on fait un volet, on va soulever le lobe temporal, et on va arriver à cette région. Tout dépend des écoles et des pathologies possibles. Nous allons maintenant faire deux vues pour voir ces rapports de l'hypophyse. Nous allons faire une vue ici agrandie de la région de la selle turcique et de cette région sphénoïdale. Nous allons placer ici, sur cette vue, la coupe, on va prendre du blanc, la coupe ici de la région sphénoïdale, avec vers l'avant le jugum dans lequel se place un sinus veineux et le chiasma optique au-dessus. Puis nous avons ici la selle turcique proprement dite, qui a donc cet aspect de sphère en coupe, ici, coupe sagittale médiane. Puis vers l'arrière, nous trouvons le dos de la selle, le dorsum sellae, qui va se poursuivre avec la pente du clivus pour rejoindre le foramen magnum. Nous sommes ici en avant sur la lame criblée de l'ethmoïde, puis nous arrivons sur le corps du sphénoïde qui est soufflé par le sinus sphénoïdal, et nous sommes ensuite sur la région du clivus. Donc, voici, on agrandit ce qui est osseux. Nous sommes là sur la région appartenant au sphénoïde, la petite aile. Ici, le jugum. Ici, la partie antérieure de la selle. Voici les contours en coupe sagittale, en vue de profil, de la selle turcique. Puis ici, ce qu'on appelle le dos de la selle, le dorsum sellae. Puis la pente ici du clivus. Nous avons ici toujours cette partie antérieure, on peut mettre lame criblée de l'ethmoïde. Voici le corps du sphénoïde renflé vers le bas et l'avant. Et nous serons ici au niveau du sinus sphénoïdal, qui est plus ou moins développé, je vous l'ai dit. Voici ce sinus sphénoïdal. Il y en a deux, un droit, un gauche. Et donc deux orifices qui se font à la partie antérieure du corps du sphénoïde. Voici le sinus. Nous pouvons montrer le vestige chez l'adulte de la synchondrose
entre l'occipital et le sphénoïde, c'est la synchondrose sphéno-occipitale qui se ferme vers 14 ans. Donc synchondrose, c'est du cartilage. La base du crâne est dans une matrice cartilagineuse, ossification endocrânienne. Voici ici l'os, et ce sont donc des régions qui sont très fines, puisque soufflées d'une part par le sinus sphénoïdal, et d'autre part par la selle turcique. Donc voici sur une coupe sagittale médiane, donc là c'est de l'os spongieux que nous aurions, mais je remplis pour qu'on voit bien ce qui est plein et ce qui n'est pas plein. Donc ici de l'os spongieux, et l'os spongieux de la région du clivus, avec ici le basis occipital qui a fusionné avec le sphénoïde. Voici donc ces éléments. Nous sommes là dans le sinus sphénoïdal, dont l'ouverture est ici antérieure, et sur le côté, on verrait l'ouverture qui va permettre l'évacuation et l'aération du sinus. Longtemps, on ne voyait que l'os sur des radiographies. C'était les radiographies du crâne de profil qui étaient très importantes pour voir une éventuelle tumeur hypophysaire. C'était le seul moyen. Qu'est-ce qu'on regardait? La taille. Est-ce que la selle turcique est ballonnée? Est-ce que la loge est ballonnée? Et d'autre part, est-ce que le dos est intact? Car en effet, un certain nombre de tumeurs viennent, entre guillemets, grignoter le dos, et le dos disparaissait. Maintenant, c'est l'IRM qui a remplacé l'ensemble de ces examens. Vers le bas, qu'est-ce que nous trouvons? Eh bien, nous sommes là dans les fosses nasales, le haut des fosses nasales, et nous trouvons la muqueuse pharyngienne. Muqueuse pharyngienne, c'est ici donc le nasopharynx, avec à ce niveau eh bien, la zone de la tonsille pharyngée, ce qu'on appelle parfois aussi les végétations, et qu'on peut opérer chez le jeune enfant. Donc ici, tonsille pharyngée qui va être à ce niveau supérieur du nasopharynx, tonsille pharyngée. Et nous sommes là dans le nasopharynx, fosse nasale et nasopharynx en arrière, la muqueuse. Nous allons trouver à présent, eh bien, on va le mettre en deux couleurs, en blanc et en rose, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc nous allons trouver à présent eh bien, la région donc, de la tige de l'hypophyse, puis ce sera l'hypophyse proprement dite qui vient quasiment combler totalement la selle turcique. Donc, dans cette hypophyse, nous avons une partie nerveuse, la post-hypophyse, ici, que je mets en blanc. Puis, nous avons l'anté-hypophyse ou adéno-hypophyse, avec la partie tubérale, pars tuberalis, autour, ici, de la tige, et la prolongation avec l'adéno-hypophyse proprement dite. Je vous ai dit que la partie intermédiaire, la pars intermedialis, a tendance à disparaître chez l'adulte. C'est quelque chose que l'on trouve histologiquement. Voici ici ces deux éléments. Alors, nous l'avons dit, la couleur est plus rosée, il y a plus de capillaires, et donc bien entendu, il y aura un signal un petit peu différent en IRM, et suivant les séquences, entre la post-hypophyse ou neurohypophyse, c'est des fibres blanches, et l'antéhypophyse, qui est très riche en capillaires, c'est le système porte antéhypophysaire. Puis, au-dessus, nous allons trouver ici la région donc, du plancher du troisième ventricule, et nous arriverons sur le chiasma optique. Chiasma optique, et puis ce sera le départ de la lame terminale. Lame terminale, ici le chiasma optique. Chiasma optique. Et voici ici la lame terminale, très fine, récessus supraoptique, récessus infundibulaire, et nous sommes là sur la poursuite du diencéphale de l'hypothalamus. Nous sommes donc au-dessus en intraventriculaire, ici, avec l'épendym, qui est ici, et qui tapisse donc le troisième ventricule, récessus supraoptique, récessus paraventriculaire. Nous allons voir que cette loge hypophysaire va être cloisonnée par
une membrane fibreuse qui est un prolongement du mérien et qu'on appelle la tente hypophysaire ou diaphragme hypophysaire. Voici ici cette tente ou diaphragme tendue de l'avant vers l'arrière qui se prolonge avec le périoste de la région qui lui-même est adhérent à la durmère. Donc durmère que nous avons vu par ailleurs dans le cours sur les méninges crâniennes. Voici ici l'ensemble durmère accolé au périoste, sans espace épidural, et ici très adhérent en général au niveau de la balle. Voici ici donc ce prolongement qu'on appelle diaphragme de la selle ou tente hypophysaire, qui est relativement, on va dire, étanche. On considère que la pymère n'entoure pas l'hypophyse. Il y a là toute une série de discussions histologiques. Voici ici la pymère. Et donc, il n'y aurait pas de pymère dans la selle turcique. Particularité, nous sommes au-dessus dans une région où il y a du liquide cérébrospinal. Je vais changer de couleur ici, je vais mettre du violet. Liquide cérébrospinal, donc dans lequel baigne la région et la tige. Liquide cérébrospinal, mais il est considéré qu'il n'y a pas de liquide cérébrospinal en dessous. Nous trouvons dans des dédoublements de la durmère des plexus veineux. En avant, nous trouvons ici un plexus qu'on appelle le sinus coronaire, sinus de la durmère ici, et nous trouvons des veines péri-hypophysaires ici, qui viennent en quelque sorte combler l'espace entre l'hypophyse et la selle turcique. Voici donc ces éléments, avec bien sûr toujours une fine couche de périoste qui tapisse l'os ici. Donc, nous avons là cette structure. Ceci nous permet de voir que donc, cette chirurgie se fait vers l'avant. On ouvre la paroi antérieure du sinus, le plancher du sinus phénoïdal, on ouvre le plancher de l'hypophyse, et là, on est sur l'hypophyse que par voie endoscopique, on peut atteindre et donc réséquer d'éventuelles tumeurs, notamment adénome hypophysaire. Particularité, donc il n'y a pas de liquide cérébrospinal, et dans la chirurgie, on peut faire parfois une brèche méningée dans la tente, ici, dans le diaphragme sellaire, et ceci va amener, si on ne colmate pas bien les éléments et si on ne fait pas une réparation parfaite, cela va amener à des écoulements de liquide cérébrospinal par le nez. C'est ce qu'on appelle une rhinorrhée. Donc rhinorrhée, c'est l'écoulement du liquide cérébrospinal par une brèche méningée, notamment suite à un traumatisme, liquide cérébrospinal, donc rhinorrhée, soit après un traumatisme, soit après une chirurgie hypophysaire. Donc, ceci se voit, c'est un liquide clair eau de roche, hein, c'est très particulier, vous savez, la composition du liquide cérébrospinal. Puis nous allons faire une deuxième vue, donc ça c'était un agrandi de la première, nous allons faire une deuxième vue qui sera une coupe frontale qui va passer par le milieu de la selle turcique. Donc coupe frontale ici, qui va passer, donc une coupe schématique, hein, qui va passer par le milieu de la selle turcique. Ce sont là des vues que l'on fait en IRM aujourd'hui de façon tout à fait quotidienne. Nous allons trouver, donc nous allons d'un point de vue osseux couper l'os ici, plancher de la selle turcique, le sinus phénoïdal. Et nous allons voir qu'il n'y a effectivement pas de paroi sur les côtés. Donc voici ces éléments avec le plancher du sinus phénoïdal et de chaque côté les parois qui continuent à appartenir à l'os phénoïdal. Donc nous sommes ici sur cet os phénoïdal, le corps. Nous sommes là sur le plancher de la selle turcique et nous trouvons le corps sphénoïdal qui est soufflé par les deux sinus sphénoïdaux. Nous l'avons dit, un droit, un gauche, séparés par une cloison qui est plus ou moins sagittale et médiane. Il y a souvent des asymétries.
Ici donc sinus sphénoïdal droit, sinus sphénoïdal gauche, qui viennent s'ouvrir dans les fosses nasales à la partie antérieure du corps du sphénoïde et donc au niveau du nasopharynx. Voici ici la coupe du sphénoïde avec les sinus sphénoïdaux, donc cavité. Et là, on peut encore mettre que c'est plein ici. Coupe frontale, donc avec la droite, la gauche, le haut en haut. Coupe frontale. Et donc nous sommes ici à droite et ici à gauche. Ici, c'est une coupe sagittale antéro-postérieure, avec donc l'avant et le haut en haut, avant à droite, le haut en haut. C'est la même orientation que la grande coupe que nous avons faite ici, simplement en agrandi. Nous allons voir que globalement, la région de la loge hypophysaire, qui n'a donc, nous l'avons dit, pas de paroi sur les côtés ni en haut, cette loge va apparaître globalement ici quadrangulaire pour venir entourer eh bien, l'hypophyse. Voici ici l'hypophyse qui remplit cette loge. On l'a dit qui est légèrement plus large, 14 mm, que haute, 8 mm, et longue, 8 mm également. Voici ici cette hypophyse et la tige de l'hypophyse. Cette tige de l'hypophyse va être appendue à la région de l'hypothalamus, c'est la région du losange optopédonculaire. Je ne sépare pas ici ce qui est adénohypophyse et post-hypophyse, tout dépendra bien sûr du niveau de coupe. Voici ici donc la section frontale de l'hypophyse, que nous voyons dans une loge qui n'a sur cette coupe frontale qu'un plancher. Le plancher osseux, c'est le sphénoïde, et nous trouvons ici du périoste, tissu fibreux, périoste, à la base ici de la selle turcique, et qui vient tapisser les parois latérales de l'os. C'est tissu fibreux, périoste, durmère, suivant les interprétations. Et nous allons voir que cette loge hypophysaire va être fermée sur les côtés par des cloisons sagittales antéro-postérieures qui sont relativement fines, même pour certains auteurs vraiment extrêmement symboliques et réduites, contrairement parfois à certains schémas. Voici ici ces cloisons sagittales antéro-postérieures qui forment les parois latérales de la loge hypophysaire dans laquelle se trouve l'hypophyse, et vers le haut, nous trouvons donc le diaphragme de la selle, ou tente hypophysaire, qui vient ici être quasiment entièrement cloisonnant, donc sans passage de liquide cérébrospinal. Voici la tente de l'hypophyse ou diaphragme hypophysaire. Il n'y a pas de liquide dans la loge hypophysaire, nous l'avons dit, nous allons trouver des veines ici, péri-hypophysaires, dans lesquelles viennent se drainer notamment le sang de l'adénohypophyse. Voilà les veines péri-hypophysaires, nous sommes là sur l'hypophyse. Nous allons voir que sur les côtés, nous trouvons un sinus de la durmère, sinus veineux, qu'on appelle le sinus caverneux. Sinus caverneux, c'est symétrique, nous n'allons faire qu'un côté. On va faire le côté gauche, par exemple. Sinus caverneux, qui va ici être placé latéralement par rapport à la loge hypophysaire et latéralement par rapport au corps du sphénoïde. Voici ici les contours de ce sinus caverneux qui est donc un dédoublement de la durmère dans lequel nous trouvons du sang veineux, sinus veineux durmérien. Voici ici la cloison latérale du sinus caverneux. Cloison médiale, c'est la loge hypophysaire et l'os sphénoïdal avec les sinus. Et nous allons trouver principalement dans ce sinus caverneux l'arrivée de l'artère carotide interne, qui est ici volumineuse.
voici cette artère carotide interne. Alors, suivant le niveau, elle est plus ou moins haute, qui est globalement antéro-postérieure. C'est le segment intracaverneux de l'artère carotide interne. L'artère carotide interne arrive donc au niveau de la base du crâne, va avoir un trajet intrapétreux avec un premier coude, puis va arriver dans la fosse intracrânienne où elle va avoir un trajet intracaverneux et elle va sortir du sinus caverneux pour de nouveau former un coude et donner ses branches terminales, artère cérébrale antérieure, artère cérébrale moyenne. Voici ici donc l'artère carotide interne qui vient former une série de coudes. C'est ici la portion intracaverneuse et c'est ici la notion de ce qu'on appelle le siphon carotidien. Siphon carotidien, une suite de coudes qui permettent de réguler les variations de pression. C'est le principe d'un siphon. Nous retrouvons un tel système de coudes en arrière sur le système vertébro-basilaire. L'artère vertébrale, en C2 et C1, fait une série de boucles qui permet de protéger les chutes de tension, et notamment donc au niveau cérébral. Cette artère carotide interne, elle vient vers vous, vers l'avant, et va former un coude pour repartir vers l'arrière en sortant du sinus caverneux. Donc nous allons la retrouver au-dessus, en intracrânien, c'est la portion terminale ici, en intracrânien, nous retrouvons là l'artère carotide interne, mais à présent en intracrânienne, artère carotide interne qui viendra donner ses branches, artère cérébrale antérieure, artère cérébrale moyenne, et qui abandonne aussi vers l'avant l'artère ophtalmique. Donc carotide interne coupée 2 fois, pourquoi? Parce qu'elle fait ici une suite de boucles en vue de profil. Et donc, on la coupe ici 2 fois, une fois en intracaverneux, voilà la partie caverneuse, et une fois en supracaverneux. Donc, voici juste ce petit schéma pour dire pourquoi on coupe 2 fois l'artère carotide interne. Nous allons voir donc le sinus caverneux proprement dit. Ce sont des lacs veineux plus que des veines proprement dites. Lacs veineux, séparés par des petites cloisons fibreuses, puisque ces parois sont fibreuses. Voici ici ces lacs veineux du plexus caverneux. Nous allons trouver dans le plexus caverneux le passage d'un nerf qui est le nerf 6, c'est-à-dire le nerf abducens, un des nerfs crâniens. Nous reparlerons du trajet des nerfs crâniens. Alors, il est plus ou moins haut suivant le niveau. Ici, en intracaverneux, nous trouvons le nerf 6 abducens, donc qui est dans le sinus caverneux lui-même. Voici ici la suite de ce sinus caverneux comportant comme une espèce d'éponge vasculaire et de lac veineux. Dans la paroi latérale fibreuse, qui correspond donc à de la durmère, dans un dédoublement, nous allons trouver plusieurs branches nerveuses. Nous allons de nerfs crâniens qui vont être des nerfs oculomoteurs notamment. Ce sera le nerf 3, nerf oculomoteur. Puis on trouvera le nerf 4, nerf trochléaire. Puis on trouvera, suivant le niveau, si on est plus ou moins en avant ou en arrière, on trouvera le 5-1, branche du trijumeau, et le 5-2. Donc voici ici ces éléments nerveux, c'est-à-dire le 3, nerf oculomoteur, qui vient de l'arrière vers l'avant, qui rejoint la fissure orbitaire supérieure et la région de la fosse orbitaire. Le 6, qui est donc particulier puisqu'il est intracaverneux, le 5-1 et le 5-2, branche du trijumeau. Et ces nerfs, contrairement au 6, sont placés dans un dédoublement de la durmère, ici, qui est plus épaisse à ce niveau. Voici ici ces nerfs crâniens qui cheminent dans la paroi latérale du sinus caverneux. Alors, on pourrait faire une vue latérale du sinus caverneux, on le fera peut-être avec le trajet intracrânien des nerfs crâniens dans un prochain cours. Voici ici donc cette paroi latérale du sinus caverneux avec le 3, le 4, le 5-1, le 5-2 dans un dédoublement de la durmère et le 6 qui est ici en intracaverneux.
Nous pouvons prolonger, alors on va peut-être faire l'autre côté, ce qui nous permettra juste de voir les rapports. Nous pouvons replacer ici donc cette région de la paroi latérale du sinus caverneux. Et d'un point de vue nerveux, nous serons donc là dans la région supérieure, au niveau du chiasma optique et des nerfs optiques qui viennent former le chiasma en avant et tractus optique. Voilà ici les tractus optiques qui ont fait suite au chiasma qui est en avant de la selle, donc tractus optique. Puis nous trouvons ici la région de la fosse interpédonculaire et le pédoncule cérébral. Sur les côtés du sphénoïde, nous allons trouver ici eh bien, T5, gyrus de l'hippocampe, T4. Nous sommes là sur le lobe temporal, puis le gyrus dentatus, la fimbria, et nous sommes là sur du cortex, donc temporal, T5, T4, T5, T4, ici le gyrus dentatus, la fimbria, et donc ici nous sommes sur la région de la toile choroïde du ventricule latéral. Voici ici la région donc de la pimère qui tapisse la surface cérébrale. Nous trouvons ici cette pimère qui tapisse la face inférieure du cerveau. Nous pouvons maintenant évoquer des points importants dans cette pathologie de l'hypophyse, imagerie et chirurgie. On va peut-être juste, ça sera plus élégant, peut-être, on peut rajouter ici la carotide interne du côté opposé, carotide interne droite, carotide interne gauche, et donc les plexus veineux qui seraient autour. Je mets simplement ici ce repère de la carotide. Donc, au point de vue application, augmentation de taille de l'hypophyse lors d'une tumeur, nous allons pouvoir avoir tout d'abord une compression du chiasma optique, et ceci va se manifester d'un point de vue clinique par une hémianopsie bitemporale. Donc hémianopsie bitemporale, les deux champs nasaux qui sont les fibres issues des deux champs nasaux qui sont comprimées, ceci évoque directement une tumeur hypophysaire qu'il faut éliminer, un adénome. Vous savez qu'il y a plusieurs types cellulaires. Il y a les corticotropes, ACTH, les thyrotropes, TSH, les somatotropes, GH, les gonadotropes, FSH, LH, et puis enfin les lactotropes avec la prolactine. Donc les adénomes vont toucher chacun de ces types cellulaires. Ce sont des adénomes ici, donc de l'adénohypophyse. Nous avons à voir cette donc, compression possible. Nous retrouvons ici vers le haut cette compression. Les tractus optiques ici sont là. Autre élément possible lors d'une tumeur de l'hypophyse, eh bien, ça va être une paralysie, paralysie du 3, paralysie du 6, paralysie du 4, qui seront là aussi des signes évocateurs de tumeur de l'hypophyse. Nous voyons bien comment se fait cette chirurgie, donc par voie trans ici sphénoïdale et nasale, donc l'abord ici classique. Mais bien sûr, lorsqu'on fait cette chirurgie hypophysaire, il faut faire attention de ne pas blesser le sinus caverneux, car cela va saigner, de ne pas blesser l'artère carotide interne, car là, ça va encore plus saigner. Et aussi, dans certains gestes, ce qui peut se passer, c'est d'avoir des fistules carotido-caverneuses, ça peut être post-traumatique, mais aussi post-chirurgical, fistules post-caverneuses, où on va avoir donc un sang à pression haute qui va remplir le sinus caverneux. Vers l'avant, ce sinus caverneux communique avec les veines ophtalmiques et on va avoir donc notamment une exophthalmie. Donc fistule carotido-caverneuse. Un autre aspect de la région, et qui est bien sûr une cible de la neurochirurgie ou de la chirurgie vasculaire, endovasculaire, ce sont les anévrismes de l'artère carotide, anévrisme de l'artère carotide intracaverneuse, avec donc éventuellement aussi ces paralysies nerveuses autour. Et enfin, un dernier élément classique, ce sont les phlébites, les thrombophllébites du sinus caverneux, qui sont souvent, disons, avec des signes graves. Et ces thrombophllébites
peuvent être provoquées notamment par des infections de la face et de l'aile du nez, car vers l'avant, les sinus caverneux communiquent avec les veines ophtalmiques. Si nous faisons un dernier petit schéma en vue supérieure, nous aurons ici le diaphragme de la selle turcique, donc qui, je vous rappelle, est normalement imperméable, sans liquide cérébrospinal en dessous. Le diaphragme est percé ici par un orifice dans lequel passe la tige de l'hypophyse. C'est ici une vue supérieure de la région que nous avons déjà faite en voyant les méninges et la base du crâne, que nous referons avec le trajet des nerfs crâniens. Et d'un point de vue tout à fait schématique, nous plaçons ici le sinus caverneux droit et sinus caverneux gauche. Donc ces lacs veineux durmérien à droite et à gauche de la tente de l'hypophyse ou diaphragme hypophysaire. Ces sinus caverneux viennent communiquer avec les sinus sphénopariétaux qui sont au bord postérieur de la petite aile du sphénoïde, sinus sphénopariétal. Ils communiquent également avec le sinus pétreux supérieur, qui est au bord supérieur du rocher, sinus pétreux inférieur, qui est au bord inférieur du rocher, et vers l'avant, nous avons ici le sinus coronaire, qui vient réunir le côté droit et le côté gauche. Vers l'arrière, un sinus transverse, ici, qui va communiquer avec un plexus basilaire. Nous sommes là sur une vue supérieure, l'avant est vers le haut, et donc c'est pour montrer que ces sinus caverneux communiquent bien sûr avec les autres sinus veineux de la région, et bien entendu, une thrombophlébite du sinus caverneux va se répercuter sur l'ensemble du drainage veineux cérébral. Mais surtout, ce qu'il faut retenir aussi, eh bien, c'est que vers l'avant, les veines ophtalmiques viennent ici se drainer dans la partie antérieure du sinus caverneux, veines ophtalmiques, et donc lorsque l'on a par exemple un abcès, un furoncle au niveau de la région nasale, s'ils sont manipulés, on peut envoyer des emboles septiques dans la veine angulaire de l'œil, veine ophtalmique, et ici former une thrombophlébite du sinus caverneux, donc ici sur cette petite vue supérieure du sinus caverneux, et qui rappelle ce qu'on a vu avec les méninges. Donc, voici pour ce cours qui est un cours tout à fait classique. Nous n'étudions ici bien sûr que les rapports et l'intérêt de cette hypophyse, de sa situation, les sinus caverneux et cet abord endonasal transsphénoïdal de la chirurgie hypophysaire. Je vous remercie pour votre attention.